sunshine. Twinkle, twinkle, little star. Wake up. C'est enfin l'heure de la vidéo Fashion Police Met Gala. C'est mon moment favori de l'année, j'adore cette cérémonie, je pense que vous l'avez compris à force, mais je sais que vous également parce que vous êtes au taquet sur mes réseaux sociaux et d'ailleurs sur Instagram, on en a beaucoup parlé. Je vous ai même partagé une vidéo pour comprendre le thème un petit peu avant la cérémonie et puis ensuite on est revenu sur certains looks qu'il y a eu au Met Gala dans les années passées, mais également des looks qu'on a vus là cette année. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà eu une preview de certains de mes avis qui vont se retrouver ici dans la Fashion Police. Si jamais vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire. J'essaye de vous partager du contenu de qualité un petit peu partout et surtout pour vous, c'est un petit clic, mais moi ça soutient vraiment mon travail, ça me permet de me développer et ça me permet vraiment de pouvoir continuer à vous proposer ce contenu gratuitement. Donc si vous avez envie de me soutenir, que vous aimez bien mon travail et ce que je fais, vraiment je vous invite à aller me suivre sur Instagram mais également ici sur YouTube si jamais ce n'est pas encore fait. Sur ce, on va pas perdre plus de temps et on va commencer par la base des bases comme d'habitude. Qu'est-ce que le Met Gala ? Le Met Gala, comme son nom l'indique, est un gala de charité qui marque le coup d'envoi de l'exposition annuelle du Costume Institute, qui est l'une des plus grandes archives de costumes au monde. Et à la base, c'était vraiment un gala de charité assez banal, comme on l'entend, réservé à la haute société new-yorkaise, avec des personnalités de l'industrie de la mode. Petit à petit, ça s'est développé, mais aujourd'hui, c'est devenu l'une des plus grandes cérémonies mode de l'année, l'une des plus attendues, où il y a le plus de célébrités. Je vous ai fait une vidéo complète sur l'histoire du Met Gala pour que vous compreniez bien d'où ça vient et comment ça en est arrivé là. Même si c'est un événement qui est aujourd'hui très people, ça reste très exclusif. Il faut être validé par Anna Wintour, il faut avoir son invitation. Un ticket coûte, on dit aujourd'hui 75 000 $, le prix ne fait qu'augmenter, ou alors certaines marques, certaines maisons achètent des tables entières à 300-350 000 $. Bref, dans l'idée, c'est réservé à la crème de la crème niveau mode, et c'est pour ça aussi qu'il y a un dress code à respecter, un dress code qui est imposé par rapport au thème de l'exposition du Costume Institute, et vous allez voir que cette année, c'était chaotique. Personne n'a rien compris, enfin vraiment, ça a été très particulier, il faut absolument qu'on en parle. Je vais prendre le temps un peu de m'attarder sur les explications de ce thème et de ce dress code, mais c'est important pour que vous puissiez vraiment bien comprendre les propositions de certains invités et que vous puissiez bien juger les tenues. Comme je vous le disais, ce qui s'est passé cette année est assez inédit parce qu'on a l'habitude que les invités respectent plus ou moins le thème ou le respectent de manière très superficielle, ne vont pas chercher très loin, ne creusent pas leurs références, etc. Chaque année, c'est tout un sujet de discussion, tout un débat. Mais là où cette année, les choses ont changé, c'est que le public lui-même n'a rien compris. Vraiment, c'était une catastrophe sur les réseaux sociaux. Tout le monde criait au hors thème, personne n'était d'accord sur qui est dans le thème ou pas, personne n'était d'accord même sur qu'est-ce que le thème voulait dire. Donc il faut vraiment qu'on mette les choses au clair pour avoir une bonne base. Tout d'abord, en novembre dernier, Anna Wintour a annoncé le thème de l'exposition du Costume Institute et il s'agissait des Belles Endormies réveiller la mode en français, sauf qu'en anglais il y a un petit jeu de mots puisque les Belles Endormies c'est Sleeping Beauties et Sleeping Beauty c'est aussi une référence au Disney La Belle au Bois dormant. Et sur le coup, directement, il y a eu une première incompréhension puisque tout le monde a sauté sur la conclusion qu'il s'agissait de robes Disney. Qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas du tout de robes de princesse. Il pouvait y avoir à la limite un petit clin d'œil, mais les Belles Endormies, ça fait en fait référence aux pièces d'archives, aux pièces historiques qui sont tellement anciennes, tellement fragiles que parfois elles ne peuvent même pas être portées, elles doivent être exposées vraiment à plat tellement elles peuvent se dégrader, se découdre facilement. C'est vraiment des pièces qu'on veut garder, qu'on veut conserver à l'abri des regards et qui sont finalement intouchables. Et comme vous le savez, le dress code à respecter des invités est en lien avec le thème de l'exposition. Seulement, on n'allait pas demander aux invités de tous venir avec des pièces d'archives, on n'allait pas faire une Kim Kardashian bis avec sa robe de Marilyn Monroe et prendre le risque que tous les invités se ramènent avec des archives qu'ils allaient potentiellement dégrader. Et puis même pour des questions de praticité, les invités n'ont pas forcément tous accès à des pièces d'archives. Ça aurait été une demande un petit peu particulière. Mais je pense vraiment que le débat que Kim Kardashian avait suscité à l'époque avec sa robe de Marilyn Monroe a
au moins un peu inspiré ce thème-là du Met Gala, parce que ça a vraiment soulevé tout un questionnement autour de la durée de vie d'un vêtement. Est-ce qu'il est fait pour être conservé et gardé éternellement? Est-ce qu'un vêtement, par définition, c'est pas censé être finalement éphémère? C'est une pièce qu'on porte et qui, oui, se dégrade parce que un vêtement, c'est fait pour être porté et que c'est juste la vie et que même la fibre du vêtement n'est juste pas éternelle. Donc vraiment, ça avait soulevé tout un débat autour de l'histoire du vêtement et de sa durée de vie, de son éphémérité. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire un parallèle avec la nature. Dans l'exposition, les pièces sont présentées autour de 3 thèmes. On a le ciel, la terre et l'air, et dans tous les cas, la nature est omniprésente puisqu'ils ont expliqué qu'il s'agissait d'une métaphore ultime de la mode. Je les cite, de sa renaissance, de son renouvellement, de sa cyclicité. Elle fait écho à sa fugacité et à son caractère éphémère. L'intitulé officiel du thème du dress code, c'est donc The Garden of Time, en français Le Jardin du Temps, et c'est tiré d'une nouvelle de J.G. Ballard qui date de 1962, qui est une nouvelle de dystopie science-fiction que je vous invite à lire. J'ai trouvé des liens en français et en anglais, je vous mettrai le tout en barre d'infos, parce que vraiment, vous allez comprendre l'atmosphère qui se dégage de ce récit, et ça sera plus facile pour vous pour comprendre. Dans tous les cas, je vous fais un résumé. Le récit nous raconte l'histoire du comte Alex et sa femme qui vivent dans une énorme villa très luxueuse avec à l'intérieur un style rococo, des peintures, une grande bibliothèque, ils écoutent de la musique de Mozart et à l'extérieur ils ont un énorme et beau jardin très champêtre, bucolique avec de jolies fleurs. Seulement il faut s'imaginer que cette villa et ce beau jardin est entouré d'une énorme muraille et qu'à l'extérieur de cette muraille tout est sec, tout est aride, c'est désert, c'est morose. En gros, ils vivent dans un coin de paradis au milieu du désert, mais à l'extérieur, il y a une foule qui tente d'entraver leur tranquillité, qui tente de les attaquer. Et pour contrer cette attaque, le comte Axel possède un jardin de fleurs avec des fleurs quelque peu magiques, puisqu'elles ont un pouvoir et un impact sur le temps lorsqu'on les cueille. Dans la nouvelle, on a une description assez précise de ces fleurs et j'avais envie de vous la donner parce que certains des invités s'en sont inspirés. Donc on nous parle de fleurs qui font 2 mètres de long, avec des tiges élancées semblables à des baguettes de verre. Leurs feuilles sont transparentes, presque givrées, et surtout les fleurs ont les pétales extérieurs qui sont opaques, mais l'intérieur c'est vraiment un cœur en cristal. Donc on s'imagine des fleurs quand même un peu fragiles, presque féeriques, très poétiques, oniriques. Et le Costume Institute a décidé d'illustrer ça par une archive de Philip Tracy qui fait ce lien entre la mode, le thème, la nature. Bref, lorsque le comte Alex cueille l'une de ces fleurs, ça permet d'arrêter le temps, voire carrément de le reculer, et ce qui fait que ce coin de paradis est un peu quelque part hors du temps. Seulement, ce jardin de fleurs n'est pas éternel. Au fur et à mesure que le comte Alex cueille les fleurs, il y en a de moins en moins, et un jour il est obligé de cueillir la dernière fleur, ce qui fait que leur bulle hors du temps éclate, qu'ils se transforment en statues et qu'ils sont finalement attaqués et envahis. Donc déjà dans ce récit, il y a une atmosphère, une esthétique qui s'en dégage, très luxueuse, bucolique, champêtre, onirique, féerique, etc. Mais en même temps, il y a une touche de mélancolie et de pessimisme. Bien évidemment, il y a tout un sujet autour du temps, le temps qui passe, sa fragilité, le fait que le temps est à la fois éphémère et finalement éternel. Donc c'était un sujet qui était quand même fort et il y avait un vrai parallèle avec le thème de l'exposition et avec tout le discours et la discussion qu'on a eu autour de la durée de vie des vêtements aussi. Et ensuite, ce qui a été peut-être un peu moins compris et qui était pourtant très important, c'est que ce texte est une dystopie qui en fait est une métaphore qui est beaucoup plus politique et sociale. Il y avait en fait un vrai sous-texte à comprendre. Dans le texte, le comte et la comtesse, leur villa, tout ce truc, cette bulle féerique, etc., ça représente l'aristocratie. Et à l'extérieur, cette foule qui avance petit à petit, c'est en fait l'évolution de la société sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Et lorsqu'ils arrivent à les envahir, qu'ils arrivent sur cette villa, ça représente en fait tout simplement la chute de cette aristocratie qui est en fait inévitable. Ce qui est dingue avec le fait d'avoir choisi et validé ce thème, c'est qu'il s'agit d'une critique de la société qu'on peut totalement transposer dans notre société actuelle et à une plus petite échelle qu'on peut aussi transposer sur la cérémonie du Met Gala, le Met étant la villa, les invités étant le comte et la comtesse, et la cérémonie du Met Gala représente cette bulle de privilège qui est totalement hors du temps. À la base, j'avais envie de croire qu'ils en étaient tous conscients et qu'ils allaient justement profiter de ce thème et de ce Met Gala pour être un peu engagés. Spoiler, ça n'a pas été le cas. Et pire, le thème de ce Met Gala s'est retourné contre eux et finalement l'histoire devient un peu réalité.
Si vous me suivez un petit peu, vous savez à quel point je suis passionnée de mode, c'est ce qui me fait vibrer, j'en ai fait mes études, j'en ai fait mon métier, parler d'événements, de défilés, d'actualité mode, etc. C'est ce qui me permet de vivre, c'est ce qui me permet de payer mon loyer, même si pour beaucoup c'est considéré comme un art secondaire, personnellement je vois ça comme une performance, un art à part entière, une discipline à part entière, au même titre que certains d'entre vous seront peut-être plus touchés par le sport, la musique, l'automobile, le dessin, la peinture ou que sais-je. Donc oui, moi j'aime le Met Gala pour les tenues présentées, la recherche que ça représente, la performance qu'il y a parfois sur le tapis rouge. Mais pour autant, ça n'empêche pas de prendre tout de même du recul et surtout d'être conscient que le Met Gala est un événement totalement hors sol, avec des gens déconnectés. Le Met Gala du coup est beaucoup comparé au film Hunger Games et cette année particulièrement ça prend tout son sens au vu de l'actualité internationale. Comme l'explique Frédéric Godard dans son ouvrage Sociologie de la mode est considérée comme un fait social total parce qu'elle est à la fois artistique, économique, sociologique, mais également politique. Et avoir des gens qui vont sur un tapis rouge manger dans un gala qui coûte 75 000 $ la place pendant que dans le monde des personnes se font bombarder et qu'en plus personne n'en dit rien, personne n'est engagé sur le sujet, bien évidemment que quelque part c'est une prise de position. En ce moment, l'actualité est si forte, elle est si présente, notamment avec la Palestine, que c'est difficile de faire comme si de rien n'était. Et c'est cette dichotomie des deux mondes qui a fait un buzz sur les réseaux sociaux et tout est parti du Met Gala. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personnalité de la mode qui était devant le Met Gala, qui n'était pas invitée à la cérémonie même, mais qui était présentatrice pour couvrir le tapis rouge pour une chaîne télé, qui a fait un TikTok dans lequel elle est habillée en Marie-Antoinette et elle dit la phrase « qu'il mange du gâteau ». C'est une phrase assez iconique de Marie-Antoinette qui prouve à quel point elle était déconnectée, puisque lorsqu'on lui avait dit que le peuple ne pouvait même pas manger de pain, elle a clamé qu'il mange du gâteau sans se rendre compte qu'en fait s'ils n'avaient pas de quoi manger du pain, ils avaient encore moins de quoi manger du gâteau ou de la brioche. Donc cette personne en réalité a fait un TikTok pour suivre le thème, elle représente l'aristocratie qui est dans le récit et Marie-Antoinette était une personnalité qu'on pouvait totalement jouer sur ce tapis rouge, c'était complètement cohérent. Problème, déjà c'est une lecture du thème que peu de personnes connaissent et que peu de personnes ont mis en avant. Pour tout le monde, c'était une histoire de jardin et de fleurs et le fait qu'elle arrive en Marie-Antoinette et qu'elle dit ça, franchement, personne n'a compris. Et surtout, au vu de l'actualité, c'était mais complètement déplacé. Et le pire, c'est qu'elle aurait pu, par exemple, le faire de manière ironique pour dénoncer justement le Met Gala, ce que ça représente, etc. Mais non, elle a fait de manière premier degré, puisque même par la suite, elle a supprimé son TikTok qui a fait le buzz. Hein. Ça a fait, je crois, 23 millions de vues ou quelque chose comme ça. Et elle a dit ne pas être au courant du conflit. Elle n'avait absolument pas conscience de ce que ce TikTok pouvait représenter. Toute cette situation a provoqué une énorme polémique sur les réseaux sociaux qui est en train d'arriver petit à petit en France. Si vous en avez pas encore entendu parler, croyez-moi, je pense que ça va être le cas. Et les gens appellent à faire une guillotine digitale, toujours donc en clin d'œil à Marie-Antoinette, pour tout simplement boycotter toutes les célébrités et tous les influenceurs qui ne se servent pas de l'influence et de la voix qu'on leur donne de par notre follow, de par nos likes, etc. Pour être engagés et surtout pour soutenir la Palestine. C'est quelque chose qui est en train de prendre vraiment beaucoup d'ampleur et c'est pour ça que je vous disais que cette nouvelle, Le Jardin du Temps, qui date pourtant de 1962, est en train de redevenir réalité là aujourd'hui par ce Met Gala. Je pense pas qu'Anna Wintour avait prévu ça. Si vous êtes ici, c'est sûrement que la mode, les tenues, le Met Gala vous intéresse. Donc on va en parler, mais il ne faut pas que ça éclipse le reste et que ça vous empêche de vous instruire sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Il y aura des liens en barre d'infos et nous on va continuer du coup avec les tenues des célébrités, voir un peu ce qu'elles ont proposé et à quel point elles étaient dans le thème ou pas. On commence avec Anna Wintour qui a la réputation de ne jamais être dans le thème. Elle y fait des fois des petits clins d'œil, mais franchement ça va jamais très loin. Mais pour cette année, elle s'est surpassée en faisant une référence historique à une archive qui est présente dans l'exposition, une archive de Frederick Worth qui date de 1889. Et pour le petit rappel, Frederick Worth est considéré comme l'inventeur de la haute couture. Donc c'est une référence que je trouve assez forte et que je trouve en plus très réussie. Là ça a vraiment été modernisé, ça a été repensé
par rapport à l'esthétique qu'Anna Wintour a l'habitude de porter, qu'elle aime bien porter. On voit que le motif de fleurs est vraiment très travaillé. En plus, comme ça a été pensé en 3D, on a l'impression que ça prend vie autour d'elle. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a également une référence esthétique littérale par rapport au texte, puisqu'on parle de fleurs qui ont des pétales opaques sur l'extérieur avec un cœur en cristal. Et là, je trouve qu'on retrouve cette description-là avec ce manteau noir opaque qui dévoile une robe blanche bien plus lumineuse, qui paraît également un peu plus fragile et délicate, qui semble être légère et toute brodée. Bref, c'est pas le look de la soirée, mais c'était le look parfait pour Anna Wintour. Parlons ensuite des coprésidents de la cérémonie qui sont arrivés en premier sur le tapis rouge et qui ont ensuite accueilli les autres invités. Et on va commencer avec Chris Hemsworth qui est venu dans une tenue Tom Ford qui n'a aucun foutre intérêt. Franchement, être nommé coprésident et se ramener avec un costume aussi banal, aussi basique, je dis pas qu'il fallait faire des folies, mais des petits détails de fleurs, ça aurait pas été trop demandé je pense, ça aurait été la facilité, c'était faisable, hein, qu'on se le dise. Là vraiment, un mystère. Ensuite, Jennifer Lopez est venue dans une tenue Schiaparelli. Si vous me connaissez, si vous regardez un peu mes Fashion Police, vous savez immédiatement que ce n'est pas le genre de tenue, le genre de mode qui me fait vibrer. Je ne suis pas sensible à ce genre de proposition de base. Avec moi, il y a un mauvais départ. Bien évidemment qu'en termes de savoir-faire, cette tenue est très jolie et merveilleuse, avec tous ces diamants, ces strass qui sont brodés à la main, avec les volumes qui tiennent au niveau de sa poitrine, qui lui font un super porte de tête. Par contre, je trouve le collier bien trop imposant, ça casse toute la dynamique de la tenue. C'était vraiment pas nécessaire à mon goût. J'aime beaucoup ces broderies qui d'ailleurs convergent au niveau de son bas-ventre. C'est poétique, c'est joli. Voilà, c'est joli, j'ai pas d'autres mots. Mais je m'attendais à beaucoup plus. Déjà, Gillo a quand même l'habitude sur le Met Gala de faire des propositions assez mode. Elle n'hésite pas à sortir de sa zone de confort, même si ça reste du Gillo. On a déjà eu des propositions bien plus risquées que celle-ci. Mais en plus, pourquoi choisir du Schiaparelli pour faire une proposition aussi banale? Quand on voit les défilés Schiaparelli, c'est plein de surréalisme, c'est des robes bijoux, c'est over the top, mais c'est hyper mode, c'est hyper pointu. Enfin, je suis fan de Schiaparelli. Et là, quand j'ai vu ça, mais la déception, quoi. Puis en plus, l'accessoirisation, j'ai déjà parlé du collier, mais ce petit sac à la main, cette petite minaudière, oh, qu'est-ce que c'est kitsch. Vraiment, en termes de modernité, quand même, on a vu beaucoup mieux. Je m'attendais à rien de la part de Gillo, mais je suis quand même déçue. Par contre, je m'attendais à beaucoup de la part de Schiaparelli, donc la déception est encore plus grande. Je pense que c'est vraiment une tenue, soit on aime, soit on déteste, et sur Instagram, ça le prouve bien, vous êtes vraiment à 50-50. On passe maintenant à Bad Bunny, qui était lui aussi coprésident de la cérémonie. Il a fait le choix de venir dans un costume Margiela, et je trouvais ça cohérent avec le thème, puisque Martin Margiela, historiquement, se questionnait beaucoup autour de la construction et de la déconstruction du vêtement. Ça a été l'un des premiers à remettre en question la conception du vêtement et même tout le système de défilé de mode, de l'industrie de la mode plus globalement. Je suis même étonnée qu'aussi peu de personnes ont exploité les références à Martin Margiela sur ce tapis rouge. Donc là, j'ai trouvé ça assez intelligent, ça a été fait avec subtilité. Le costume est hyper bien taillé pour lui, hyper bien fité, et on a vraiment ce détail de couture apparente qui rappelle la fragilité du vêtement et qui fait écho au thème de la soirée. J'aime beaucoup le fait que vraiment les coutures semblent être faites à l'arrache, alors que bien évidemment pas du tout. On voit bien à quel point elles sont bien placées, tout est millimétré, c'est bien droit, etc. Mais ça donne quand même la sensation que le vêtement est presque en train de se découdre, de tomber en lambeaux, alors qu'on est vraiment sur un vêtement neuf, et c'est vraiment ce contraste qui me plaît énormément. Encore une fois, c'est super bien taillé. J'aime beaucoup également le clin d'œil aux collections bien plus récentes de Margiela, même à la dernière collection de Margiela, puisque là, Bad Bunny porte un corset. On a vraiment un mélange entre les références historiques et les références contemporaines qui se répondent hyper bien, qui cohabitent bien ensemble. Je suis beaucoup moins fan par contre des lunettes qui ne racontent pas la même chose, je trouve, que la tenue. Bien évidemment, pour le petit clin d'œil supplémentaire au thème Garden of Time, il porte des fleurs. Ça donne l'impression qu'il va comme à des funérailles, donc il y a une ambiance presque un peu morose, et en même temps, ça va bien avec le récit qui nous raconte quand même la fin de l'aristocratie. Donc je sais pas, tout est cohérent, c'est pertinent, c'est bien taillé, c'est bien fité. Franchement, j'aime assez bien cette proposition.
Pour finir avec les coprésidents de la soirée, bien évidemment, on avait Zendaya, la personnalité la plus attendue, je pense, de ce tapis rouge. Et à titre personnel, je n'ai pas du tout été déçue. Elle nous a offert un moment mode mémorable. Elle a débarqué dans une première tenue de la maison Margiela toujours, mais qui fait référence au défilé Dior Haute Couture Spring Summer 1999. Le lien étant le directeur artistique John Galliano qui aujourd'hui travaille chez Margiela et qui à l'époque était directeur artistique donc de la maison Dior. Je sais que cette tenue n'a pas forcément fait l'unanimité parce qu'elle est finalement assez théâtrale. Ça se rapproche presque un peu du costume et ça a été accentué par la chorégraphie qu'elle a fait sur le tapis rouge puisque vraiment elle incarne un personnage qui est cohérent avec le dernier défilé Margiela et qui du coup contraste aussi avec le personnage qui était présenté lors du défilé Dior. Vraiment on a deux histoires qui sont racontées, qui sont différentes avec une seule et même tenue. On voit à quel point le discours est un peu modifié. Donc vous l'avez compris, on a ce premier lien historique avec toute cette histoire d'archives, de dialogue entre le passé et le présent, le passé de la carrière de John Galliano et son présent, que ce soit donc dans le vêtement ou dans la chorégraphie, parce que c'est quand même fou quand on y pense, on est sur un vêtement Margiela mais qui est aussi un vêtement Dior. On a deux maisons qui auront la même archive faite par le même directeur artistique, mais dans des temporalités différentes, avec des histoires différentes et des contextes différents. À mon avis, ça fait lien avec le thème. Concernant l'esthétique pure de cette tenue, je sais que ça n'a pas fait l'unanimité, c'est très empreint de ce qu'on faisait dans les années 90, en termes de couleurs, en termes de matière. On reconnaît directement en tant que fan de mode le Dior de John Galliano à l'époque et c'est ouf parce que dans la mode il y a quand même ce syndrome du c'était mieux avant, l'ère McQueen, l'ère Galliano, toute la théâtralité qu'on peut retrouver dans leurs défilés etc. Et en même temps là Zendaya l'a proposé et on voit bien que beaucoup ont trouvé que ça manquait de modernité et qui ont été dérangés par cette esthétique un peu dark mais un dark un peu costume, un peu théâtral. Moi honnêtement j'ai été subjuguée par cette proposition, par l'ensemble de la proposition, la théâtralité qu'a proposé Zendaya, la tenue que je trouve merveilleusement belle, ce bustier avec ses bretelles raisin qui s'échoue au niveau de ses épaules, le volume sur le dos, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement et pourtant ça apporte tellement de puissance, ça met en avant sa tête, ça met en avant son épaule qui est dégagée. J'aime beaucoup le tombé aussi du tissu au niveau du bustier qui vient en asymétrie et qui répond bien, l'asymétrie de l'épaule répond bien à l'asymétrie de la forme sirène de la robe qui s'échoue de l'autre côté. Je trouve ça merveilleusement beau, vraiment j'adore, je suis fan, j'aime beaucoup. Les détails de raisin, de fruits, en plus de rappeler la nature qui va bien avec le thème, on dirait un tableau quoi, c'est splendide. Elle est ensuite venue dans une deuxième tenue. Cette fois, il s'agit d'une archive de la maison Givenchy de la collection Spring Summer 1996, mais qui a toujours été faite par John Galliano, qui était à l'époque donc le directeur artistique. Donc ça fait vraiment le lien entre les trois tenues. Et par contre, elle porte une coiffe de la collection Printemps-été 2007 par Alexander McQueen cette fois-ci. J'ai trouvé ça intelligent pour cette deuxième tenue de faire une proposition un peu autre et d'aller cette fois-ci sur une archive pure et dure qu'ils ont en plus sourcée eux-mêmes, puisque c'est son styliste Laroche qui l'a trouvé. Et normalement Zendaya l'a acheté, donc c'est une pièce qui franchement aurait sa place dans un musée et qui pour autant est encore dans le circuit de la vente et que finalement elle a acheté et qu'elle va garder dans ses propres archives. J'ai trouvé ça assez cool et surtout que cette pièce est quand même splendide, le corset, les détails d'empiècement au niveau du ventre, pareil pour le col qui est rehaussé de toute cette dentelle qui apporte une touche un peu de fragilité. Il y a un beau contraste entre les matières satinées et les matières un petit peu plus mates et surtout ça s'intègre à merveille dans le thème. On peut dire qu'elle représente la comtesse, il y a quelque chose de très royal et qui représente l'aristocratie je trouve dans sa tenue. Elle est imposante, en plus c'est son deuxième passage sur le tapis rouge, donc elle est vraiment là pour dire je suis la reine de ce tapis rouge, je viens pas une fois, je viens deux fois. Il y a une certaine puissance qui s'en dégage et en plus de ça elle a littéralement sa tête au milieu d'un bouquet de fleurs qui dans ce contexte représentent le pouvoir parce que c'est ce qui permet au personnage de contrôler le temps et de vivre dans cette bulle, dans ce coin de paradis. Donc là d'avoir carrément la tête au milieu de ces fleurs et d'avoir en plus cette tenue qui est entièrement noire, très sombre et ces fleurs qui sont très colorées, qui apportent toute la lumière. Genre notre regard il est
directement attiré par le visage et par ces fleurs, c'est fabuleux, c'est poétique, c'est franchement divin, et que personne ne me dise que j'en fais trop et que je suis too much, parce que sincèrement, elle m'a ébloui moi lors de ce Met Gala. Et vous de votre côté, pour cette tenue, vous avez été 86% à la mettre dans un top. Ça m'étonne que ce soit un peu moins que la première, mais en même temps, je vous avais mis ce sondage un petit peu plus tard dans la semaine, donc peut-être qu'en prenant du recul, etc., vous avez été plus dans la nuance et que l'autre tenue n'aurait pas obtenu 90%. Mais en tout cas, vous avez vous aussi apprécié beaucoup ces propositions. Si jamais vous aussi vous voulez voter pour les prochaines fois, n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Instagram. Plus vous êtes nombreux, plus vous pourrez voter, plus on aura un aperçu assez juste de ce que vous pensez des tenues. On passe maintenant à Taylor Russell qui est venue dans une tenue Loewe qui s'est pas mal fait remarquer sur les réseaux sociaux. Elle a été pas mal appréciée, notamment grâce à son corset qui semble être du bois, mais qui n'en est pas puisqu'il s'agit d'un motif, il s'agit d'un trompe-l'œil. Jonathan Anderson, qui est le directeur artistique de la maison, s'est inspiré du biomimétisme pour créer cette tenue, et c'est franchement réussi parce que moi, tout le long de la soirée, j'ai cru que c'était du bois. Le corset a d'abord été moulé sur elle, donc on est vraiment sur une pièce qui est faite pour elle. La découpe est vraiment splendide, le fait que ça lui vienne vraiment jusqu'au cou, mais qu'elle ait quand même les bras dégagés et que ça mette vraiment en avant ses épaules, et surtout cet arrondi au niveau du ventre, je le trouve juste sublime. Et ensuite ils ont appliqué le motif avec la technique d'hydrosublimation qui rend hyper réaliste, avec en plus ces fleurs qui pareil suivent les courbes de son corps au niveau de son cou, et puis surtout cet arrondi au niveau du ventre, et qui, si vous regardez en détail, ce motif est aussi dans une sorte de bois un peu plus foncé, et avec ces fleurs qui paraissent hyper naturelles. Enfin vraiment, moi, ce corset m'a totalement conquise, et je trouve qu'il est encore plus mis en lumière et encore plus mis en avant grâce au choix du bas, au choix de la jupe qui est beaucoup plus fluide, qui contraste bien, et surtout qui a un merveilleux drapé qui suit toujours cet arrondi au niveau du ventre, et qui fait penser à des statues, donc ce qui est totalement cohérent avec le thème. Cette tenue est vraiment puissante, et en même temps ça dégage une certaine douceur, presque une mélancolie, qui encore une fois moi me rappelle la nouvelle Le Jardin du Temps. Et ce que je trouve fort aussi, c'est que à la fois ils ont utilisé toute cette esthétique très naturelle avec le biomimétisme, le bois, etc. Et en même temps ils ont utilisé des techniques plutôt innovantes pour réaliser ça. Il y a vraiment un contraste entre les deux qui marche bien et qui correspond au thème tout en correspondant à la direction artistique de la maison Loewe, et c'est du coup une tenue particulièrement bien pensée. C'est dingue comme le résultat est hyper poétique, et on va directement passer à Ariana Grande qui a proposé une tenue très similaire dans sa construction. C'est également une robe Loewe, mais cette fois-ci dans un mood totalement différent, puisqu'on est peut-être sur une énergie un peu plus féerique, mais qui est cohérent avec Ariana Grande. Seulement je suis moins convaincue parce que déjà il y a moins de contraste, on est vraiment là sur un look tout blanc, donc ça reste une proposition quand même poétique et cohérente avec le thème, mais je suis moins fan des tissus utilisés. Le corset est très joli, enfin vraiment l'effet de matière est magnifique, il y a un beau volume au niveau de la poitrine, sa mise en beauté est magnifique, et vraiment ça répond bien, c'est à la fois épuré et à la fois quand même bien travaillé, mais on est dans une approche un peu plus cucu, un peu plus princesse, qui moi me touche beaucoup moins. Cette année on est plutôt d'accord, vous aussi vous avez été mitigé, puisque vous avez été 50% à la mettre dans un top, 50% à la mettre dans un flop, donc je pense que c'est vraiment une question de sensibilité, soit on aime, soit on n'accroche pas trop. Mais en soi, bon, elle était quand même dans le thème. C'est juste qu'aussi à force on a des attentes de plus en plus hautes, et d'ailleurs on va passer à Camilla Cabello qui est venue dans une tenue Ludovic de Saint-Cernin, et habituellement je ne suis pas trop fan de ce qu'elle propose, j'ai tendance à être assez sévère avec elle, et on va pas se mentir, je suis toujours pas très fan de la tenue, mais il n'empêche que c'est assez cohérent avec ce qu'elle propose d'habitude. On est vraiment sur une robe en strass, assez banale, assez classique, très look de star, un peu stéréotypé, mais qui est également très cohérent avec l'ADN de Ludovic de Saint-Cernin. Techniquement, le travail réalisé sur cette robe est assez fou, puisqu'elle a demandé 450 heures de travail. Il y a 250 000 cristaux Swarovski, et la robe pèse 7 kilos. On dirait pas comme ça, mais c'est assez dingue. Le fait que ce soit une robe typique de cocktail et qu'elle parte en lambeaux, qu'elle soit toute déchirée, je trouve ça très cohérent avec le thème. Il y a un discours qui est assez similaire à celui qu'il y a dans la nouvelle, et surtout
surtout, ce qui a fait la différence, c'est qu'elle tient ce qui est censé être un sac. D'ailleurs, je crois qu'à la base, c'était vraiment un sac, mais qu'il s'est cassé avant le Met Gala. Un sac qui est en fait un bloc de glace avec une fleur à l'intérieur. On est donc sur un accessoire qui est totalement éphémère puisque la glace fond au fur et à mesure du temps. Elle-même explique qu'il s'agit d'une métaphore des choses qui se détériorent avec le temps et la beauté de tout cela. Et c'est hyper cohérent avec le thème. Là, on nous présente que des robes d'archives qu'on veut absolument conserver. Le fait de prendre des pièces qui sont éphémères et d'avoir un propos qui dit que justement c'est parce que c'est éphémère que ça rend peut-être la chose encore plus belle parce qu'on sait qu'on doit en profiter sur l'instant T, sur le moment et qu'après elle ne sera plus présente, elle ne sera plus là. Je trouvais ça assez poétique. Donc bien évidemment que la proposition au global n'est franchement pas mémorable, mais pour le coup, elle a fait des recherches derrière, je trouve que ça se ressent et qu'il y a une nette amélioration par rapport à ses précédents Met Gala. Autre personne qui a eu un peu cette même approche, mais qui a été bien plus juste, bien plus mode, bien plus pointue, il s'agit de Tyla qui est venue dans une robe balmain qui a beaucoup fait parler puisqu'il s'agit d'une robe entièrement faite en sable. Alors j'exagère un petit peu, bien évidemment que ce n'est pas que du sable. Ils ont d'abord moulé son corps avec un tissu et c'est de l'organza et après par-dessus ils ont mis un mélange de sable et de cristaux. Ils ont mis plusieurs couches qu'ils sont ensuite venus poncer, etc. pour vraiment avoir du détail sur cette robe et c'est ça qui est magnifique, splendide, c'est qu'au niveau de sa poitrine, au niveau de son ventre, on voit que les détails du corps ressortent et on peut analyser cette robe en plusieurs points. Déjà, premièrement, cette robe visuellement représente le temps qui passe avec la sensation que le sable est en train de couler sur elle et de faire un tas de sable au niveau de ses pieds. Si jamais c'était pas assez clair, ils ont carrément rajouté en termes d'accessoires un sablier, voilà, comme ça au moins c'est hyper visuel et c'est reconnaissable du premier coup d'œil. Directement, on comprend ce qu'ils ont voulu dire. C'était assez intelligent, bien que pas forcément hyper nécessaire, mais en vrai, j'aime plutôt bien l'idée. Deuxième chose, toujours visuellement, on comprend que Tyla est en train de se transformer en statue. Donc ça fait écho avec les personnages de la nouvelle. Mais au-delà de ça, la statue en tant qu'objet représente ce qui n'est plus dans un objet qui perdure. Donc il y a toujours cette cohérence avec cette histoire du temps qui passe. Et j'ai trouvé ça assez marrant puisque la robe est tellement inconfortable et tellement faite par rapport à son corps, tellement moulée sur elle que en réalité elle ne pouvait plus vraiment bouger et elle ne pouvait pas monter les marches toute seule. Donc il y avait vraiment une équipe sur le tapis rouge qui la prenait comme une statue, genre elle restait toute droite et il la faisait monter les marches. Donc c'était à la fois assez drôle et à la fois finalement c'est la statue du récit. Mais au-delà du visuel, cette robe représente le temps qui passe étant donné qu'elle est éphémère. Cette robe a été pensée pour être une pièce qui ne peut pas durer dans le temps, déjà parce qu'elle est faite en sable et que le sable ça s'érode, donc c'est pas une matière qui est éternelle et qu'on peut garder facilement, ou alors vraiment dans des conditions très particulières. Mais surtout, je pense au vu de la silhouette qu'elle a été fermée directement sur elle dans le dos, donc même pour l'enlever, il aurait très certainement fallu la couper. Mais de toute façon, Olivier Rousteing a lui-même coupé la robe par la suite, étant donné qu'elle était assez inconfortable. Il est allé dans les backstage à l'arrache couper le bas de sa robe pour que ça lui fasse une mini-robe. Et j'ai trouvé que c'était un geste assez fort parce que cette robe, on se doute, a demandé quand même sûrement énormément de travail. Ça a dû être assez technique à faire. Et le fait de venir comme ça avec ses ciseaux et couper la robe, ça prouve à quel point il voulait jouer avec l'éphémérité du vêtement. Et là où tout le thème, toute l'exposition se tourne autour des fibres qui sont fragiles, qu'on veut absolument sauvegarder, des archives qui datent du XVIIIe siècle. Là, Olivier Rousteing a fait tout le contraire en faisant une robe que de toute façon, on ne pourra pas garder. Bref, j'ai trouvé que c'était hyper poétique, il y avait un vrai message derrière, une vraie discussion, ça ouvrait le dialogue sur la durée de vie des vêtements, donc c'est exactement ce qu'on voulait. C'est une proposition que je trouve extrêmement réfléchie et pour autant, ils n'ont pas mis l'esthétique de côté. Enfin, vraiment, ils ont pensé à tout. C'était une très bonne proposition, très certainement l'une des meilleures de la soirée. On peut ensuite passer à Doja Cat qui est venue dans une tenue vêtements qui est faite donc par Gurak Vasalia, le directeur artistique de la maison. Je pense que c'est l'une des tenues qui a le plus fait débat, qui a le plus fait discuter.
On va voir ensemble ce qu'on peut en tirer. Déjà, personnellement, j'avais de très hautes attentes par rapport à Doja Cat. Déjà parce que c'est une personnalité que j'aime relativement bien. J'aime bien ce qu'elle propose de manière générale dans le monde de la mode. Elle a tendance à faire des propositions mode qui me plaisent assez bien, qui me touchent. Et surtout à l'approche de la cérémonie, on a commencé à la voir dans les rues de New York dans des tenues assez particulières. Par exemple, elle a été emballée dans du plastique, on l'a vue en serviette de bain, on l'a vue dans une espèce de grosse couette pour aller dans une bijouterie. Je me suis dit, elle est en train de commencer à nous raconter une histoire et moi je voyais déjà le Met Gala comme étant un peu son bouquet final et je me suis dit, il y a peut-être une lecture sur le long terme de sa tenue, toute une histoire qui aurait pu nous être racontée. D'ailleurs, l'un d'entre vous m'a dit par message, la tenue où elle porte le grand drap et qu'elle va dans une bijouterie, est-ce qu'il n'y aurait pas un clin d'œil à la Belle au bois dormant, au mariage, au côté Disney, etc. Enfin, je sais pas, moi, je me suis dit, il se trame quelque chose. Et au final, elle est arrivée donc sur le tapis rouge dans une robe t-shirt en coton qui est toute mouillée, enfin qui a un effet mouillé pour donner l'impression qu'elle était une statue. Et derrière cette proposition, il y avait plusieurs discours. Déjà, premièrement, elle a expliqué que sa robe préférée, c'était la fleur de coton. Elle savait que tout le monde allait venir dans des robes avec plein de fleurs dessus, etc. Et donc, elle a voulu jouer ça un peu plus subtilement en prenant la fleur de coton et en portant du coton qui représente aussi l'intemporalité étant donné qu'en général les pièces en coton, les t-shirts blancs, les robes blanches, ce sont des pièces intemporelles qu'on garde dans le dressing et qu'on va porter plusieurs années et en plus de ça pour que quand même ce soit visuellement un peu plus fort, elle a décidé de faire un effet mouillé de sa robe pour donner l'impression qu'elle est une statue, pour faire référence du moins aux statues et cet effet mouillé a été fait grâce à du gel qui a une texture un peu gluante mais résistante et qui permettait à la robe de tenir en place. Donc le storytelling raconté est archi cohérent. C'est totalement dans le thème, c'est vraiment, je trouve qu'il y a un vrai message derrière, il y a une vraie réflexion, c'est franchement pas trop mal, c'est plutôt bien réfléchi. Il n'empêche que personnellement, je reste quand même assez mitigée sur cette proposition parce que par exemple l'année dernière, elle est venue en chat, avec le chat Choupette puisque le thème c'était Karl Lagerfeld et pour autant il y avait vraiment un aspect très mode, très pointu, c'était du Oscar de la Renta, il y avait un équilibre qui était quand même assez juste. Ici, je trouve que la tenue est déséquilibrée, certes il y a le message, certes il y a le thème, mais là cette fois-ci je trouve que niveau mode c'est quand même assez pauvre. L'intemporalité de la tenue, le clin d'œil subtil à la fleur de coton, le visuel statue, je suis fan, j'adore, mais l'exécution, ça, je reste un peu sur ma faim. C'est dans le thème, c'est intelligent, mais il y a un mais. On passe maintenant à Rosalia qui est venue dans une tenue Dior et elle fait référence au New Look tout simplement de Christian Dior qui a quand même révolutionné la mode et donc il y a un parallèle avec le réveiller la mode, un petit jeu de mots genre Christian Dior a réveillé la mode à l'époque grâce au New Look et c'est pour ça qu'elle a voulu s'en inspirer. Je trouve ça assez intelligent, mais elle a donné une explication qui pour le coup est un peu plus bancale puisqu'elle fait aussi référence à l'intitulé de base Sleeping Beauty et elle dit qu'elle a pensé au moment où elle s'endort, quand elle ferme les yeux avant de dormir, elle voit du noir et donc elle voulait absolument une robe noire qui représente le prélude des rêves. Quand elle a commencé à expliquer ça lors de l'interview, je me suis dit ok, elle a pas eu le mémo, elle sait pas que là Sleeping Beauty en fait c'est juste un jeu de mots et que ça n'a rien à voir avec le thème, mais son styliste s'est rattrapé avec la référence à Christian Dior qui c'est vrai est quand même cohérente, pertinente, il n'y a pas de souci. Du coup la robe en elle-même est assez classique, c'est du Christian Dior, bien évidemment qu'elle est hyper bien exécutée, le fitting est magnifique, j'aime beaucoup le volume au niveau de ses hanches qui est donc le volume qui rappelle le New Look, avec la traîne qui est beaucoup plus longue mais qui contraste bien avec la jupe qui lui arrive tout pile à la cheville. Moi c'est une longueur que j'adore, couplée à des escarpins, je trouve ça hyper classe, hyper sensuel, hyper chic. J'adore. J'aime beaucoup également le petit voile qu'elle a au niveau de sa tête puisqu'on voit que c'est vraiment un voile qui est figé, donc c'est complètement réfléchi, c'est complètement contrôlé. Au global, la tenue est quand même hyper chic, hyper classe, même si en soi la référence fait sens. C'est vrai qu'il y avait des références bien plus travaillées et creusées à faire. Le New Look de Christian Dior est quand même l'une des silhouettes les plus connues, donc certes il a révolutionné la mode à l'époque, il a réveillé la mode dans un certain sens, mais je reste vraiment sur ma faim. Alors que vous voyez, Lewis Hamilton est aussi venu dans une tenue Burberry full black. À première vue, on peut se dire
Une tenue encore un peu chiante pour un mec, bien que les broderies sur le manteau sont phénoménales, elles sont sublimes. Alors, le détail, magnifique, splendide, mais c'est surtout qu'il a pensé à une vraie référence, un vrai truc. Il dit qu'il a beaucoup travaillé pour ce thème et dans ses recherches, il est tombé sur une référence qui lui a particulièrement parlé, étant donné qu'il a vu l'histoire de John, qui a été le premier jardinier noir du Royaume-Uni au XVIIIe siècle, et donc il a décidé de le prendre en référence pour sa tenue. Donc déjà, en petit clin d'œil, en hommage, il a décidé dans son manteau de coudre un poème qui fait référence à l'histoire de John. Et pour vous raconter un petit peu son histoire, John a été arraché à sa famille à l'âge de 8 ans. Il a été emmené au Pays de Galles dans le but de devenir un serviteur de l'aristocratie, et donc il est devenu esclave, mais finalement au fur et à mesure du temps il a réussi à s'émanciper et il est devenu le premier jardinier noir du Pays de Galles. Son histoire a été assez marquante et il a même une fleur qui porte son nom en hommage. D'ailleurs, j'ai pas vu l'info passer, mais ça aurait été cool que les broderies sur le manteau soient cette fleur en question qui porte le nom de John, et même ça aurait été cool qu'il ait peut-être une fleur ou qu'il y ait une broche ou une broderie ou quelque chose, enfin qui rappelle vraiment cette fleur, pour que ce soit visuellement beaucoup plus clair pour nous, parce que c'est vrai que sans ces explications et sans l'interview, on a peu de chances de comprendre cette tenue. À la limite, il y a que le collier d'épines qui fait référence à la douleur de l'esclavagisme. C'est très subtil et comme la tenue est full black, ça ressort assez bien, mais moi j'aurais aimé un petit signe supplémentaire qui fasse qu'on comprenne un peu plus sa référence, qui est forte, qui est bien pensée, qui est intelligente, et ça se voit qu'il a creusé l'histoire, et en plus c'est vraiment cohérent avec le thème d'avoir pris l'histoire de quelqu'un qui a été arraché à sa famille pour servir l'aristocratie qui est critiquée dans le récit. On peut maintenant passer à Dua Lipa qui est venue dans une tenue Marc Jacobs qui fait penser à d'autres tenues qu'on a déjà vues sur ce Met Gala, que j'avais assez apprécié, et là c'est toujours le cas pour celle de Dua Lipa. J'apprécie assez bien visuellement le rendu que ça donne. J'aime beaucoup tout ce mélange de textures et de matières. Il y en a beaucoup qui ont trouvé que c'était too much, que c'était trop, que visuellement c'était hyper lourd, et pour autant je trouve moi personnellement que ça reste assez lisible, notamment grâce à ce corset blanc qui sort assez bien et qui permet d'avoir un joli contraste. Après par contre niveau thème, j'ai rien compris, je vois pas du tout où est le thème, mis à part peut-être le fait d'avoir choisi des matières très délicates. On voit que c'est de la dentelle, mais certains empiècements ont l'air particulièrement fragiles, donc est-ce que c'était ça? Je ne sais pas, mais en tout cas c'était très décevant. Sur Instagram, vous avez quand même été 55% à la mettre dans un flop, vous n'avez pas forcément été convaincus. Ensuite, on peut parler d'Anokié qui est venu dans une tenue entièrement incrustée de cristaux Swarovski, une combinaison assez simple qui lui colle à la peau, et l'effet visuel est vraiment dû grâce au contraste de nuances et de couleurs des cristaux, et également grâce à l'échelle et à la densité des cristaux. Au niveau de son col, on a l'impression que ça part en poussière d'étoiles, c'est très joli, très féerique, et surtout là où moi d'habitude j'ai un peu du mal avec les matières transparentes qui sont censées faire comme une double peau, je trouve à chaque fois que c'est raté, qu'on voit la différence de couleur, etc. Là c'est quand même particulièrement réussi. Certes, il y a le collier qui permet de ne pas avoir la démarcation entre la couleur de sa peau et le tissu, mais vraiment quand même j'ai trouvé que l'effet double peau était assez bien maîtrisé, et du coup ça peut donner l'impression qu'elle se transforme elle aussi en statue quelque part. Je sais pas si vous voyez le mood, mais en tout cas l'équipe Swarovski a pensé cette tenue parmi d'autres tenues. C'est vraiment un travail d'équipe. Elles ont été plusieurs personnalités qui représentaient chacune une partie de la nature. Donc on a par exemple Anokié qui représente l'eau, c'est pour ça qu'elle est en bleu. On a Irina Shayk qui représente l'air. Ensuite Iman Hammam représente le soleil, et elle, sa tenue a demandé plus de 100 000 cristaux. Rien que ça. Giovanna Engelbert, elle, représente la nature. Et puis ensuite, pour le final, on a Karlie Kloss qui, elle, représente les fleurs. Et c'est donc en équipe qu'elle représente le jardin du temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une vibe un peu à la Winx. Non? Bien évidemment, esthétiquement, c'est très joli. Toutes les tenues, en plus, ont été pensées différemment. Il y a vraiment des changements de coupe, de couleur, de matière, etc. pour que ça corresponde vraiment à chacune des mannequins. C'est plutôt intelligent. Swarovski est resté dans la superficialité du thème, si je puis dire ça comme ça. Mais en même temps, c'est assez original d'avoir pensé ça en plusieurs phases, en plusieurs couleurs, en plusieurs textures. Et même si j'ai pas été transcendée, j'ai trouvé qu'il y avait de l'idée.
Sur Instagram, vous avez été assez mitigé puisque vous avez été vraiment 50% à la mettre dans un top, 50% à la mettre dans un flop. Je pense que c'est par rapport à la référence du thème. La tenue vous a globalement plu, mais comme le thème n'est pas forcément hyper lisible, vous avez été mitigé. Aya Nakamura a fait la surprise de venir sur le Met Gala. Rares sont les Françaises qui sont sur le tapis rouge, donc bien évidemment que nous, on l'a remarqué. Elle est venue dans une tenue balmain qui était assez évidente dans le sens où, quand on regardait les derniers défilés, on se doutait que ce genre de tenue balmain pouvait se retrouver lors de la soirée du Met Gala. Bien évidemment, c'est une lecture du thème qui est un peu plus superficielle que ce qu'ils ont présenté avec Tyla par exemple, mais ça restait cohérent. La robe est très belle, tout en cristal comme ça, toujours on a cet effet très givré, très cristallisé, avec en plus ici le détail des roses en 3D qui semble comme grimper tout au long de son corps et qui vient en arrondi comme ça, qui vient s'enrouler autour d'elle comme des fleurs grimpantes, et en plus ça va bien avec tout le motif qui est sur la robe de toute façon, qui semble être comme des tiges, et encore une fois dans la nouvelle on parle de tiges en verre, donc il y a quelque chose qui fait un peu écho à cette robe. Petit gros problème au niveau de la poitrine, on a l'impression qu'il y a un problème de fitting et que la robe est un petit peu trop petite à ce niveau-là. On a presque l'impression que c'est douloureux tellement ça la serre. Et c'est vraiment dommage parce que notre regard est directement attiré par ça alors que cette robe est sublime. Sur Instagram, j'ai reçu beaucoup de messages qui effectivement parlaient de cette poitrine qui était très compressée. C'est la chose qui est le plus revenue sur cette tenue et qui vous a dérangé. Mais vous avez quand même été 65% à la mettre dans un top, donc ça vous a quand même assez plu. Pour continuer avec les Françaises, on va parler de Lena Situation qui est venue dans une tenue Schiaparelli. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, je vous ai donné une interprétation assez poétique, enfin du moins mon interprétation poétique de sa tenue. Le fait que Lena soit venue en Schiaparelli, c'est quand même pas anodin. Déjà, ça appuie vraiment sa légitimité mode, mais c'est surtout que par exemple là où Aya Nakamura est venue avec l'équipe Balmain et donc elle avait le droit à une tenue custom parce que elle a très certainement été invitée par Balmain. Là, Lena Situation a été invitée par TikTok et non pas par une maison de mode. C'est-à-dire qu'elle devait un peu se démerder avec sa tenue, soit trouver effectivement une collaboration, soit acheter elle-même très certainement sa tenue. Et donc c'est bien plus compliqué d'avoir un look custom qui est fait spécialement pour elle, où elle va par exemple pouvoir dire ses inspirations par rapport au thème et demander à la marque de travailler ensemble, main dans la main, pour faire une tenue par rapport au thème. Là, elle a très certainement été obligée de choisir une tenue qui était déjà faite, donc une tenue de défilé. Ici, c'est du Schiaparelli de la collection Printemps-été 2021. Et en vrai, elle s'est quand même pas mal démerdée parce qu'on comprend directement la référence au thème. On a des fleurs qui sont en plus dorées comme cristallisées, donc ça montre à quel point elles sont importantes. Ces fleurs très lumineuses en volume 3D comme ça qui prennent tout son torse et qui s'enroulent autour d'elle, ça attire toute la lumière au niveau de son visage, au niveau de son torse, c'est très joli et c'est totalement contrasté par le reste de sa robe qui cette fois-ci est noire et qui semble beaucoup plus lourd. D'ailleurs, lorsqu'elle est sortie de l'hôtel, elle ne portait pas la cape, mais heureusement qu'elle a porté la cape sur le tapis rouge parce que pour moi, elle était essentielle dans cette tenue. C'était vraiment ce qui faisait que ça apportait de la puissance. En tout cas, j'ai trouvé que le tout était assez bien fité. J'ai beaucoup aimé la jupe, j'ai beaucoup aimé les drapés au niveau de ses hanches. La sculpture sur sa poitrine, sur son torse est vraiment merveilleuse. C'est une pièce de haute couture, hein. De toute façon, il n'y a pas photo. C'est vraiment très joli, ça fait écho avec le thème, avec ces fleurs qui sont à la fois statufiées et qui sont à la fois magiques. Il y a quelque chose de poétique qui se dégage de cette tenue. J'ai trouvé qu'elle avait assez bien réfléchi à cette proposition et que c'était assez bien joué pour ce tapis rouge. La tenue de Lena vous a assez bien convaincu puisque vous avez été 85% à la mettre dans un top. Parlons maintenant de Cardi B qui s'est fait remarquer dans sa robe Windowsen, une robe dont elle ne connaissait pas le nom de la maison. Ça a fait un peu polémique puisque lorsqu'on lui demandait bien évidemment de qui est votre tenue, de qui est votre tenue, question juste banale et classique sur ce tapis rouge, je comprends pas comment elle a pas révisé son texte, elle ne savait plus qui avait fait sa tenue et donc elle a lancé un petit c'est un designer asiatique qui a pas mal fait polémique sur les réseaux sociaux. Donc je vous le confirme, il s'agissait de Windowsen et c'est pas la première fois que Cardi B vient sur le Met Gala dans des tenues de créateurs qui sont pas forcément connus. Donc est-ce qu'il y a quand même une volonté de la part de son styliste de mettre en avant des talents émergents ?
c'est possible. C'est dommage du coup que Cardi B n'ait pas forcément eu le mémo. Si je ne dis pas de bêtises, c'est elle qui a clôturé le tapis rouge du Met Gala et en général c'est un peu la personnalité phare du tapis rouge. C'est assez étonnant du coup que ce soit elle, ou du moins moi j'ai été assez étonnée, sachant que bon normalement ça aurait été Rihanna mais elle n'est pas venue, soi-disant peut-être une grippe. Mais bref, pour revenir à la tenue de Cardi B, je me demande si c'est pour ça qu'elle a voulu faire une tenue extravagante, une tenue qui prend tout le tapis rouge, si elle a voulu donner cet effet waouh, un peu comme d'habitude Rihanna le fait. Parce qu'on est sur une tenue qui est quand même gigantesque, il y a énormément de tissus, j'aime beaucoup le travail autour du textile de la robe, même si visuellement nous on le voit pas trop sur les photos, où il faut bien regarder, il y a vraiment tout un jeu de plissés, vous vous rendez compte tous les plissés qu'il y a, toutes les coutures, il y a vraiment un jeu d'empiècement, c'est pas juste une jupe avec un volume, non il y a tout un travail de couches, de superposition avec des découpes qui permettent d'avoir cet effet un peu fluffy. La poitrine, le volume au niveau de la poitrine est splendide également. C'est très over the top et surtout je trouve ça extrêmement bien exécuté. Je trouve ça vraiment sublime. Seulement, le thème. Et oui, parce qu'on y revient toujours, quelle est la référence au thème? Même en interview et tout, elle en a pas forcément parlé, c'était pas très clair et j'arrive pas trop à savoir ce qu'elle a voulu représenter, peut-être mis à part l'aristocratie, le fait de venir, d'être waouh et d'être imposante et puissante, je me demande si c'est ça. Attendez, je viens de voir qu'il y a une vidéo sur la robe de Cardi B, je vais vite fait voir si j'ai pas raté une ref. La robe est belle, hein. Ah. C'est bien ce que j'avais vu, la robe en elle-même n'a pas vraiment de référence au thème, seulement à la base son idée c'était de parler d'agisme parce qu'elle a peur de vieillir et c'était assez cohérent avec le temps qui passe. Donc elle comptait mettre des prothèses au niveau de ses mains, au niveau de ses bras qui donnent l'impression qu'elle a des rides un petit peu partout et qu'elle vieillit. Donc petit à petit, puisque c'était pas son corps qui était entièrement recouvert. Franchement ça aurait été cool de la voir débarquer version vieille, mais dans cette énorme robe qui lui donne encore toute sa puissance et finalement toute sa jeunesse et toute sa beauté, sachant que dans la nouvelle, il y a aussi toute une allégorie sur la beauté, sur le temps qui passe. Franchement, ça aurait pu être vraiment pas mal. Là, sans ces prothèses et sans ce discours autour de l'agisme, autour du corps qui vieillit, du temps qui passe, c'est juste une très jolie robe noire. C'est tout. Dans la team Balmain, on a aussi eu Elle Fanning qui est venue dans une robe qui semble être de l'eau cristallisée, qui rappelle les fontaines, qui est sublime esthétiquement, mais qui surtout techniquement est quand même assez dingue, avec ces oiseaux qui flottent autour d'elle et qui font comme si c'était les oiseaux dans Cendrillon là qui sont en train de l'habiller. La robe est vraiment dans une matière solide qui semble être comme de la résine, mais pour autant on a vraiment des drapés qui semblent être beaucoup plus fluides, un peu comme ce qu'on voit sur les statues. C'est vraiment un travail de sculpture qui est magnifique, il y a un méga beau dynamisme au niveau de la poitrine avec ce tissu qui se croise et qui est un peu asymétrique au niveau de ses hanches pour ensuite donner l'impression qu'elle a un drapé un peu plus fluide au niveau de ses jambes. Mais d'ailleurs c'est un drapé. Non, c'est un drapé ou c'est pas un drapé? Vous voyez, c'est tellement bien fait que je suis même pas sûre que ce soit un tissu fluide ou pas. J'ai l'impression que sur le bas de ses jambes, il y a quand même la matière qui est solidifiée pour ensuite être un peu plus fluide et donner l'impression qu'il y a de l'eau qui coule autour d'elle. Vraiment c'est très joli, c'est très poétique, très onirique, ça correspond assez bien au thème parce que pareil, comme la robe est figée, il y a une histoire d'être figée dans le temps, donc il y a et un discours autour du temps et un discours aussi un peu plus visuel autour des fontaines, des jardins et de l'esthétique à laquelle on pense lorsqu'on pense à des jardins. Sur ce Met Gala, Olivier Rousteing pour Balmain a été hyper fort. Alors que vous voyez, on a Jennie des Blackpink qui est venue dans une robe Alaïa qui est très jolie, pareil, de très beaux drapés, de très beaux plissés. Enfin vraiment, Alaïa est une maison que j'aime énormément et je trouvais que c'était un bon choix de venir en Alaïa, ça aurait pu vraiment les mettre en avant, j'aime beaucoup. Mais pour autant, tout le monde dit que pour respecter le thème, elle représente l'eau qui coule, l'eau avec le temps qui passe encore une fois, donc ça aurait pu être cohérent, même ça fait penser au jardin, mais franchement quand je vois sa tenue, je pense pas à de l'eau, elle aurait été hors Met Gala, personne n'aurait dit que cette tenue fait penser à de l'eau.
ça me semble être un peu tiré par les cheveux. Et quand on voit comment Olivier Rousteing pour Balmain a poussé ses propositions, est allé au bout de son propos, bah c'est sûr qu'on ne peut que comparer et être déçu par la proposition de Jenny. Ensuite, Émilie Ratajkowski est venue dans une tenue Versace, une archive qui date de la collection de 2001. C'est du Émilie Ratajkowski tout craché. Je suis mitigée parce que bien évidemment que la robe est extrêmement bien exécutée, bien évidemment qu'elle est sublime. J'aime beaucoup la différence de densité au niveau du top pour après avoir cette robe qui donne un beau dynamisme, pareil au niveau du bas-ventre et qui se transforme en tige avec des fleurs. Donc on comprend ce qu'elle a voulu dire par rapport au thème, enfin on comprend la référence esthétique par rapport au jardin, aux fleurs. En plus comme la robe est argentée un peu, enfin ça fait penser à du cristal, il y a encore une fois cette histoire de fleurs avec le cœur en cristal. Bref, ça résonne, ça, voilà, on comprend. Comme elle ne porte rien en dessous de la robe, ça peut quand même être un peu vulgaire, même si ça frôle la sensualité, notamment grâce à cette fleur qui laisse voir par transparence, mais en même temps qui cache un petit peu. Parce que par exemple, si on regarde sur la proposition du défilé, d'ailleurs, je pense qu'elle porte pas vraiment l'archive et qu'ils ont reproduit l'archive là pour elle pour le Met Gala. Mais comme il y avait un jeu de lumière, que la pièce était sombre et qu'il y avait sûrement des spots lumineux au niveau de la robe, le fait que la robe brille beaucoup, ça cache un petit peu le corps, ça devient plus subtil. Alors que là, sur le Met Gala, tout est éclairé et en plus, selon l'heure à laquelle elle est passée, il fait quand même encore assez jour. Et donc, il n'y a pas tout ce truc de je dévoile sans dévoiler. Là, c'est beaucoup plus abrupt. Passons maintenant à Gigi Hadid qui est venue dans une tenue Thom Browne. C'est très reconnaissable, notamment avec le noir, le blanc, les liserés noirs et surtout le fait que la robe soit déstructurée puisqu'elle porte une robe corsée avec par-dessus un manteau qui fait en fait office de traîne de robe et de jupe. Il y a vraiment tout un travail de réflexion autour de la conception du vêtement, de comment le déstructurer tout en restant hyper esthétique, hyper visuel. Je trouve qu'ils arrivent à chaque fois très très bien à trouver le juste équilibre, à trouver le juste milieu. S'ils ont décidé de prendre ce qui d'habitude est le haut d'un manteau pour venir faire du volume au niveau des hanches. J'aime beaucoup. Excusez-moi, mais cette broderie, la broderie de cette fleur qui devient 3D, c'est splendide. Et puis en plus, ils ont utilisé un tissu qui brille un petit peu selon les flashs des photographes. C'est très subtil, mais ça scintille un peu, notamment au niveau de son corset. Et du coup, ça vient aussi faire contraste avec la jupe qui, pour le coup, est mate. Et ça permet de faire ressortir, on a l'impression qu'elle éclot. C'est bien comme ça qu'on dit, qu'elle éclot de son manteau et j'y avais pas pensé, mais il y a presque un peu un truc, une métaphore, enfin une référence au papillon et à sa chrysalide. Elle sort là de sa chrysalide, donc il y a peut-être aussi une référence à la nature et surtout la tenue a demandé un travail assez phénoménal puisqu'ils ont eu besoin de 70 personnes, ça a demandé 13 500 heures de travail et la tenue a entièrement été réalisée à la main. Toutes les broderies sont faites main, tous les détails sont faits main, c'est phénoménal. Et ce qu'il est encore plus, c'est la réflexion autour de cette tenue, étant donné que la plupart des invités ont joué des archives, donc des tenues anciennes qu'on va venir faire revivre. C'était littéralement l'intitulé du titre. Mais là, ils ont réfléchi la tenue autrement, puisqu'ils n'ont pas voulu faire revivre une archive, mais ils ont voulu créer une nouvelle archive. Donc là, la tenue qui a été faite pour Gigi Hadid pour ce tapis rouge est une tenue qui n'a pas vocation d'être portée de nouveau, mais c'est pas comme Balmain qui a fait une tenue dans l'optique d'être éphémère. Là, cette tenue a été faite dans l'optique d'être éternelle. Cette robe a été pensée pour être un tel chef-d'œuvre, une telle œuvre d'art qu'on n'a plus envie d'y toucher, qu'on la présente une fois. Voilà, là c'était la présentation de cette tenue, c'était la performance pour mettre en lumière cette tenue. Et maintenant, on va la ranger dans les archives de Thom Browne. Excusez-moi, mais c'est quel genre de génie? À moi, ça me fout les frissons. J'aime énormément ce genre de réflexion autour de la durée de vie des vêtements. Enfin, personne d'autre sur ce tapis rouge n'a pensé à faire une tenue qui deviendra une archive. Et vraiment, moi, ça me coupe le souffle. La robe est finalement une sculpture à elle-même qui va devenir une Sleeping Beauty. Tout est bien réfléchi, que ce soit le fitting, l'esthétique, la réflexion autour du thème. Tout est parfait. Bref, vous l'avez compris, je suis époustouflée, mais vous, ça n'a pas été trop le cas puisque vous avez été seulement 66% à la mettre dans un top. Est-ce que maintenant que je vous en ai parlé un petit peu plus, que je vous ai dit la réflexion autour de cette tenue, est-ce que vous changez d'avis ? Dites-moi que oui. Ensuite, vous avez été nombreux à me demander de parler de Lana Del Rey qui est venue dans une tenue Alexander McQueen.
mais je suis pas sûre que mon avis va vous faire très plaisir. Si vous êtes fan de mode, bien évidemment que vous avez reconnu la référence à la collection d'Alexander McQueen de 2006, d'un coup d'œil, il n'y a pas de doute, ça saute aux yeux, sauf que la référence est tellement forte, elle est tellement iconique que moi personnellement j'ai pas réussi à m'en détacher, j'ai pas réussi à ne pas les comparer. Et c'est pas bon du tout parce que visuellement je trouve que c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. On a un chef-d'œuvre, une masterpiece, et la tenue de Lana pour moi ne peut sembler que fade à côté. Alors attention, je ne dis pas que la tenue est fade, il y a un vrai savoir-faire dans cette tenue. Par exemple, les branches sont faites en bronze martelé, tout a été sculpté en référence au travail de Giacometti. La coiffe, elle par contre, est faite par des branches naturelles, donc il y a vraiment un contraste entre la sculpture et ces branches qui finalement se statufient et ces branches qui sont réelles. On a aussi toute une ode à la nature, on comprend très bien, et puis pour le coup elle s'est inspirée des jardins, mais un jardin beaucoup plus pessimiste, terreux, on est vraiment sur des ronces, presque des racines, c'est plus dark, et pour autant ça fait penser à la mélancolie. En plus elle tient une fleur dans sa main, donc sûrement la dernière fleur du récit qu'il faut cueillir, donc ça match. Mais j'avoue qu'en termes d'exécution, je trouve ça un peu grotesque, quoi. Je trouve ça un peu cheap. Ça m'embête de dire ce mot-là parce que vraiment le travail qu'elle a demandé, je n'en doute pas. J'ai l'impression que la proposition de base est majestueuse et que là il n'y a aucune finesse. J'ai relevé plusieurs points. Déjà la couleur. À la base, Alexander McQueen, on est sur un blanc cassé, on a presque l'impression que le tissu est vieilli, c'est très joli, c'est très doux. Là, bon, on est sur un beige un peu neutre, un peu basique, un peu classique. De même pour la matière, ici on a un tissu assez banal, alors que sur la robe d'Alexander McQueen, on a un jeu de superposition et d'opacité avec de la dentelle qui paraît très délicate, très travaillée, des froufrous au niveau des jambes qui donnent du volume et qui mettent en lumière encore plus le bustier. D'ailleurs, là, Lana Del Rey porte un corset qui est visible puisqu'on voit très clairement la démarcation au niveau de ses hanches. Franchement, c'est vraiment pas très fin. Dernière chose, le voile. Sur la référence de base, on voit à quel point le volume est maîtrisé. Et puis en plus, il y a tout un jeu de broderie, de fleurs dessus, ce qui fait qu'il y a vraiment quelque chose de très poétique au niveau de son visage. Lana Del Rey, j'ai l'impression que c'est un enfant qui a essayé de faire une cabane. Le jeu de transparence est beaucoup moins réussi, le jeu de superposition aussi, le fait de cacher son visage tout en le dévoilant, ça manque de poésie, quoi. Enfin, je suis vraiment embêtée par cette tenue, je sais qu'elle a plu à énormément de monde, mais alors moi ça passe pas du tout. Comme je m'en doutais, du coup sur Instagram, on n'est pas du tout d'accord puisque vous avez été 74% à la mettre dans un top. N'hésitez pas à me dire votre avis par commentaire. On va finir cette vidéo par le clan Kardashian, Kim, Kylie, Kendall qui étaient toutes les trois présentes et qui ont fait des propositions totalement différentes. On va commencer par Kylie qui est venue dans une robe Oscar de la Renta qui a une vibe très vieux Hollywood, mais qui malheureusement ne match pas vraiment avec le thème. Bon oui, vous allez me dire, elle a une fleur dans les cheveux, ok. Je pense que ça fait référence à l'histoire de la maison Oscar de la Renta, même si ça ne s'appuie pas sur une référence précise, une archive précise. On comprend les lignes épurées d'Oscar de la Renta, cet effet très haute couture et tout, mais moi je trouve que c'est vraiment pas assez. Bien évidemment que la robe est sublime, l'exécution, les coutures, c'est un vrai travail de couturier avec le volume au niveau de ses jambes à l'arrière qui répond super bien avec la poitrine qui est beaucoup plus pointue. De profil, ça lui fait vraiment une silhouette un peu en S qui est splendide. Tout est bien taillé, tout est bien coupé. Il y a peut-être par contre un petit problème au niveau de ses hanches. On voit que le tissu est un peu en tension et ça fait quand même des mauvais plis qui est accentué très certainement par le flash des photographes. Mais bon, c'est vrai que ça joue un petit peu parce que notre regard peut être vite attiré par ça. Mais sinon, voilà, ça lui fait un beau port de tête, le bustier comme ça qui met en avant toute sa poitrine, son poitrail avec la taille qui est très marquée. Ça met en avant ses épaules. Elle est très mimi avec sa fleur dans les cheveux et tout. Mais alors moi, c'est vraiment pas assez pour moi. Le thème, j'ai l'impression qu'elle en a rien à foutre. Et rien que pour ça, moi, je next.
Alors qu'on voit bien que Kim Kardashian a davantage travaillé son sujet puisqu'elle est venue dans une tenue Margiela faite par John Galliano qui fait référence à la carrière toujours de John Galliano mais quand il était chez Dior pour le défilé Dior 1997. De toute façon sur ce tapis rouge, John Galliano a fait beaucoup de références à son propre travail, à sa propre carrière au lieu de faire des références à la maison Margiela. Au départ sur la première tenue, franchement on se dit ah ouais cool pourquoi pas, il y a quand même un dialogue entre sa carrière passée, sa carrière présente, donc il y a peut-être aussi un rapport avec le temps qui passe, etc. Mais une fois c'est cool, au bout de la 10e fois on se dit bon ça commence à tourner en ego trip. Donc ici il a pris la même technique de travail et la même matière que chez Dior en 1997 et il en a fait une robe longue pour Kim Kardashian qui est sublime et en plus cette robe a été pensée comme si elle avait enlevé les bretelles et que ça venait sur ses hanches. Ça se voit pas trop sur les photos, ça c'est dommage et ce qui est cool avec cette matière c'est que ça joue justement avec la délicatesse de la dentelle, le fait que ce soit une matière relativement fragile, très délicate. Il est joué version métallique donc il fait d'une matière fragile une matière plutôt résistante et ça c'est quand même une réflexion assez cool sur la matière, la durée de vie du vêtement parce que on passe d'un vêtement qui est compliqué à conserver à un vêtement qui est un peu plus facile à conserver. C'est hyper cohérent aussi avec les looks que Kim Kardashian aime bien nous proposer avec cette jupe qui du coup joue sur la transparence pour laisser entrevoir ce corset qui est un corset extrêmement serré. Excusez-moi mais est-ce que vous avez vu la taille? Oui, la taille de sa taille. c'est quand même très impressionnant et j'ai l'impression qu'elle voit ce tapis rouge un peu comme une performance. Au fur et à mesure que les années passent, j'ai vraiment cette sensation qu'elle voit ça un peu comme une scène de théâtre et qu'elle n'a pas peur de modifier son corps au maximum pour ce tapis rouge, quand bien même elle est hyper inconfortable. Elle s'en fout, elle se dit allez c'est le temps de la montée du tapis rouge, sachant aussi que ce corset c'est ce qui fait qu'on reconnaît d'un coup d'œil que c'est du Margiela puisque sur leur dernier défilé ils ont vraiment proposé des silhouettes avec des corsets très serrés, avec des silhouettes vraiment en 8 et la taille hyper marquée. Donc là quand elle est arrivée sur le tapis rouge ça nous a donné un indice sur ce qu'elle était en train de porter et pareil pour ce cardigan qui a quand même beaucoup fait parler. J'avoue que moi-même quand elle est arrivée je me suis dit il doit y avoir un problème avec le bustier, il y a peut-être un aîné qui sort ou il y a peut-être une fermeture qui a cassé, je sais pas, parce que la manière dont elle le tenait, je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu particulier. Et au final, c'est un cardigan qui, pareil, est sur les dernières collections de Margiela. Donc, est-ce que c'était pas pour faire le lien entre toujours les robes passées de John Galliano et ce qu'il fait à présent, sachant que le dernier défilé Margiela, c'est ce qu'il a fait buzzer là, ces derniers temps. Et au final, plus je vois cette tenue, plus je vois les photos de son look, les vidéos et tout, plus je me dis le cardigan, il a quand même sa petite valeur ajoutée. Si elle avait juste sa robe bustier, j'aurais très certainement trouvé ça fade. Là, le fait qu'il y ait le cardigan, même s'il est tout peluché et tout, après ça peut aussi avoir un lien justement avec cette histoire de temps, d'avoir un vêtement qui est plus fragile et plus... Enfin, la maille, elle se dégrade plus facilement, elle est en train de boulocher et tout, avec cette robe qui est bien plus typique des robes de cocktail et qui est en acier, qui est argenté, qui est plus waouh, qui est plus star. Je sais pas, ça me dérange de moins en moins quoi. Après, c'est la manière dont elle le porte qui est un peu particulière, un peu bizarre. Je sais pas. Sachant en plus que certes, elle devait être assez inconfortable dans ce bustier qui la serre tellement qu'elle pouvait limite pas respirer, mais c'est surtout ses talons qui sont impressionnants. Elle porte des talons sans talons, juste avec le devant de la chaussure, sauf que c'est quand même hyper haut, donc elle était clairement sur la pointe des pieds pour monter tout le tapis rouge. Franchement, j'aurais eu trop peur de tomber. Et en fait, elle pouvait pas porter de talons parce que ça se coinçait quand elle marchait dans la maille de la jupe. Et elle trouvait que c'était quand même important de porter des talons avec cette tenue. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle était aussi mal à l'aise. C'est que tu peux pas être à l'aise avec des chaussures pareilles. Mais je vous le dis, tout pour la performance. C'est compliqué parce que Kim Kardashian nous aide pas trop avec ses explications. Lors des interviews, c'était assez pourri puisqu'elle dit qu'elle a voulu faire une référence à une nuit de rêve dans un jardin où le matin, elle part, elle prend le cardigan de son mec pour aller après au travail. Je suis désespérée. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'elle a les cheveux un peu effets, coiffés, décoiffés, parce qu'elle se réveille d'une nuit avec son amoureux dans un jardin et vite, elle est venue sur le tapis rouge du Met Gala. Je peux pas, hein. Franchement, ça m'énerve quand ils donnent des explications aussi pourries que ça me gonfle.
Pourtant, vous savez que j'ai tendance à la défendre, j'aime assez bien ce qu'elle propose, je trouve qu'elle s'améliore vraiment niveau mode, qu'il y a une vraie évolution, qu'elle apporte de plus en plus de fond à ses propositions, mais là, je sais pas, là elle n'était pas inspirée là. De votre côté, vous êtes assez mitigé puisque vous avez été 56% à la mettre dans un top et 44% à la mettre dans un flop. Et on va finir avec Kendall qui est venue dans une archive d'Alexander McQueen de la collection Haute Couture Automne-Hiver 1999. Pareil, je vous ai fait une review sur Instagram qui vous a beaucoup plu. D'ailleurs, merci beaucoup pour tout votre soutien, pour tous vos likes, vos repartages, même sur TikTok, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci encore, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Et je vais vous expliquer pourquoi cette proposition est dans le thème, même si à première vue, vous avez peut-être pensé que ça ne l'est pas. Comme il n'y a pas de référence aux fleurs, au jardin, ou même à l'aristocratie, ou même au temps qui passe, vous avez été un peu perdu sur le coup visuellement, mais en fait le propos est un peu plus profond que ça, si je puis dire, étant donné qu'elle a choisi une archive de la marque Givenchy qui a été faite donc par Alexander McQueen en 1999 et que cette archive à l'époque avait été présentée lors d'une performance sans mannequin vivant. Toutes les robes avaient été présentées sur des faux mannequins. Et l'histoire veut que cette robe n'ait été portée par personne et qu'elle ait été rangée par la suite dans les archives de la maison Givenchy et qu'il n'y a pas eu d'occasion spéciale pour la sortir jusqu'à ce Met Gala avec Kendall Jenner. Donc au départ, elle nous a présenté cette tenue comme étant une robe qui n'a jamais été portée par aucun être humain. Elle aurait été la première personne à la porter. Bien évidemment, lors de sa recherche, le deal était qu'il n'y ait pas besoin de faire des retouches et il s'avère que cette robe lui allait à la perfection. Merveilleux. L'histoire est quand même assez folle. Et là où ça rentre dans le thème, c'est qu'il y a quand même une histoire de temps qui est sous-entendue avec cette robe qui a dormi toutes ces années. C'est littéralement une belle endormie. Par définition, un vêtement, une robe, ça a vocation d'être porté, d'être potentiellement déformé, de se dégrader, etc. Sauf que là, cette robe a toujours été conservée. Donc elle a été comme hors du temps et le fait que là, Kendall la porte, c'est comme si le temps reprenait son cours. Vraiment, moi je trouvais l'histoire merveilleuse. Premier degré, ça m'a donné des frissons. Je trouvais que c'était très bien trouvé, enfin vraiment qu'ils étaient tombés sur une perle rare. Sauf que il y a des gens qui ont trouvé que Winona Ryder avait déjà porté cette tenue toujours en 1999 lors d'un photoshoot et du coup l'histoire tombe à l'eau. Sauf que c'est bizarre parce que il y a un communiqué que Kendall avait posté sur ses réseaux de Givenchy qui confirme que cette robe est authentique et que cette robe a été gardée dans les archives de la marque Givenchy et qu'elle n'a été portée par personne. Donc tout le monde a commencé à dire peut-être que celle de Winona était une réplique. Et en même temps, le photographe de Winona a affirmé lui que non, c'était bien la vraie robe, c'était la robe de la collection Haute Couture 1999. Donc en vrai on ne sait pas trop, je ne sais pas si on aura le fin mot de l'histoire, mais quand même c'est vrai que lorsqu'on commence à comparer toutes les robes dans les détails, la robe de Kendall a quand même un col qui semble être un peu plus petit que la robe d'origine. Donc est-ce qu'en fait elle porte l'authentique robe? Du coup c'est pas sûr. Dans l'histoire il y a quelqu'un qui ment, c'est sûr. Qui ça? On ne sait pas. En tout cas, si on se réfère au storytelling de base, à la manière dont Kendall a vendu l'histoire de cette robe et à la manière dont elle dit avoir répondu au thème, moi j'adhère. Je plonge à fond, surtout que cette archive est quand même spectaculaire, elle est splendide. La manière dont elle est encore hyper moderne, elle est vraiment dans l'air du temps. Puis le modèle qui a été choisi est vraiment magnifique avec les volumes au niveau des épaules et au niveau du port de tête qui lui donne un air un peu majestueux, qui met en avant son visage, le décolleté qui est très joli et puis surtout cet empiècement un peu transparent au niveau du bas-ventre qui vient en pointe mais surtout qui est aussi dans le dos. Donc vraiment il y a tout un jeu de transparence et de sensualité au niveau du fessier qui est phénoménal, hein, qui est splendide. Le bas de la robe, la jupe qui joue aussi encore une fois sur la transparence avec toutes ces petites broderies très organiques qui moi me fait penser aussi en plus à la nature. Je suis fan. Donc c'est fini pour cette revue de tapis rouge. Je sais qu'il manque encore beaucoup d'autres personnalités. Si jamais vous voulez une vidéo bonus de ce tapis rouge, une autre Fashion Police, où je reviens sur plein d'autres tenues encore que je n'ai pas pu faire ici parce que la vidéo était déjà assez longue, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je peux vous la faire dans la semaine. Donc je vous laisse me dire ça en commentaire. Mais du coup, est-ce que ce Met Gala est vraiment le pire Met Gala qu'on ait vu ?
Moi j'aurais tendance à dire que c'est équivalent à ce que les invités nous ont proposé les années précédentes. Il y a plus ou moins un respect du thème. On a eu beaucoup de références au jardin, aux fleurs, mais on a aussi eu quand même pas mal de belles archives. On a eu pas mal de références au temps qui passe. J'ai l'impression que les invités, les designers ont quand même tenté de répondre au thème de manière un peu variée. D'après moi, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi beaucoup de monde ont eu la sensation qu'il s'agissait du pire Met Gala. Déjà, il y a une vraie incompréhension du thème. Cette fois-ci, non pas de la part des invités, mais de la part du public. Là où, par exemple, l'année dernière, faire une référence à Karl Lagerfeld, c'était clair, c'était net, c'était précis dans la tête des gens. Ici, ça demandait de se renseigner un petit peu plus sur le thème, sur l'intitulé du thème, etc. Et il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Et c'est dommage parce qu'en plus, je trouve que cette année, Vogue a fait un effort sur les interviews où les invités ont pu expliquer un petit peu plus leurs références. On leur demandait quand même à chaque fois qu'est-ce qu'ils ont voulu dire au travers de leur tenue, est-ce qu'ils ont travaillé avec les designers. J'ai trouvé qu'il y avait un effort qui était fait pour le coup du côté du Met Gala des invités, d'Anna Wintour et tout ça. Donc ça, c'est quand même dommage. Ensuite, deuxièmement, il y a eu moins de célébrités que certaines années. Franchement, il y avait des grosses têtes qui étaient quand même manquantes. Il n'y a pas eu Lady Gaga, pas Beyoncé, pas Rihanna, ni même Bella Hadid, Blake Lively, Billie Eilish. Vraiment des têtes qui d'habitude font des propositions assez mode qui sont impactantes. Il y a eu moins de tenues un peu waouh qui ont buzzé sur les réseaux sociaux. Ça a donné cette sensation de frustration peut-être à certains. Et d'ailleurs, j'enchaîne avec justement ces tenues waouh, ce manque de tenues waouh. J'ai l'impression que certes on dit que le Met Gala c'est un Hunger Game, que ces tenues c'est n'importe quoi, que ça pèse des tonnes, que c'est inconfortable et que pourquoi porter des tenues où on peut même pas s'asseoir et on peut même pas marcher avec, nanani nanana. À chaque fois, chaque année, c'est le même discours. Il y a toujours ce genre de réflexion qui pop lors du Met Gala quand Katy Perry porte carrément un hamburger ou un luminaire. Je vous en parle même pas, c'est complètement what the fuck. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez critiqué. Et en même temps, quand on revient un peu aux essentiels, aux archives, à l'histoire de la mode, à quelque chose d'un peu plus doux, plus poétique, qui ne demande pas forcément d'être extravagant au possible, et bien les gens sont déçus. Beaucoup ont trouvé que ce tapis rouge n'était pas assez grandiose, et d'ailleurs il y a des tenues qui ont été faites avec de l'IA qui ont buzzé, et tout le monde disait ah mais pourquoi on n'a pas eu ça, pourquoi on n'a pas eu ça, et en fait ça montre que les gens ne seront jamais vraiment contents, et surtout qu'on n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'on voit là sur l'instant T. Je pense que le tapis rouge du Met Gala est un tapis rouge qui est devenu tellement attendu, tellement people, qu'en fait il faut peut-être un temps pour le digérer et pour nuancer un petit peu ce qu'on pense de ce tapis rouge. Même les propositions de Zendaya ont parfois été jugées comme pas assez. Pas assez? Pour moi, c'est largement assez. Il y avait de la performance, il y avait de la théâtralité, il y avait de l'archive, il y avait de l'histoire de la mode, il y avait... Enfin, moi, j'ai été complètement embarquée, hein. Bref, j'ai trouvé que ce Met Gala n'était pas plus une catastrophe que les autres années. J'ai assez bien apprécié, j'ai passé un beau moment devant ce tapis rouge. Certes, ce n'est pas le plus mémorable, mais est-ce que c'est le pire ? Je ne sais pas. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé par commentaire. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Je suis également présente sur Instagram et sur TikTok. Ce sont des plateformes sur lesquelles je vous propose des vidéos un peu plus courtes pour suivre l'actualité mode, les tapis rouges, les événements, mais également les Fashion Week. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse et que vous aimez ça, je vous attends nombreux sur Instagram et sur TikTok. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.